L'importance d'accepter de l'aide après 60 ans. Imaginez ceci. Marie, 68 ans, essaie d'attraper un bocal sur l'étagère la plus haute de la cuisine. Son genou gauche la fait souffrir, mais elle insiste. « Je l'ai toujours fait seule », pense-t-elle. Le tabouret grince, glisse, et le choc contre le sol lui coupe le souffle. À cet instant, tout change. Bienvenue sur notre chaîne. Si ce sujet vous parle, n'oubliez pas de vous abonner pour nous accompagner à chaque étape. Ce qui est arrivé à Marie n'est pas un hasard. Après 60 ans, notre corps ne réagit plus comme avant. Les muscles perdent de leur force, les réflexes ralentissent, et ce qui était autrefois une routine peut devenir un risque. Mais le vrai danger ne réside pas dans les limites physiques, plutôt dans l'esprit qui refuse de les accepter. Demander de l'aide n'est pas capituler, c'est un acte d'intelligence. En tant que médecin, j'ai vu des patients indépendants comme Marie accélérer leur déclin en refusant de déléguer des tâches simples, changer une ampoule, porter des sacs lourds, monter des escaliers glissants. La conséquence est souvent une fracture, une hospitalisation, puis l'aide obligatoire qu'ils voulaient tant éviter. La solution repose sur 3 étapes. Premièrement, reconnaître les signes. Avoir du mal à se baisser? Être essoufflé en nettoyant? Ce sont des alertes, pas des échecs. Deuxièmement, prioriser les tâches. Cuisiner peut être un moment d'autonomie, mais laisser un voisin soulever cette caisse lourde. Troisièmement, pratiquer la phrase clé. Peux-tu me donner un coup de main? Commencez par de petites demandes. Vous verrez que les autres répondent volontiers. Marie comprend désormais. Son petit-fils a installé des étagères basses, et chaque mardi, ils vont au marché ensemble. Elle reste utile en lui apprenant à cuisiner sa soupe de lentilles. L'aide, chers amis, ne vole pas l'indépendance, elle la transforme. Dans le prochain épisode, je partagerai des histoires de ceux qui ont payé cher leur refus de demander de l'aide à temps. À bientôt. Histoire réelle. Quand l'orgueil coûte cher. Je me souviens de Louis, un patient de 72 ans que j'ai soigné après une grave chute. Son histoire débute un dimanche ensoleillé. Il a décidé de tailler l'arbre du jardin lui-même, malgré les offres de sa fille d'engager un jardinier. « J'ai 2 mains pour ça », a-t-il dit. Il a grimpé l'échelle avec effort. Les branches hautes ont masqué le soleil un instant, et le bruit suivant entendu par les voisins fut le craquement du bois qui cède. 3 côtes fracturées, une pneumonie due à l'immobilité et 4 mois de rééducation. Je l'ai visité pendant sa convalescence. Tout en ajustant son corset orthopédique, il m'a avoué « Si j'avais accepté de l'aide, je pourrais arroser mes géraniums aujourd'hui. » Sa voix tremblait non pas de douleur physique, mais de honte d'avoir transformé un geste banal en crise familiale. Ce schéma se répète en consultation. Des femmes qui portent des sacs de ciment pour ne pas déranger, des grands-pères qui cachent leur vertige au volant, des personnes qui dissimulent des chutes pour ne pas inquiéter les enfants. La racine est toujours la même, on confond autonomie et dignité. En tant que médecin, j'explique un fait crucial. Après 60 ans, le risque de complications liées aux accidents domestiques augmente de 70%. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la biologie. Les disques vertébraux se déshydratent, l'équilibre dépend plus de la vue que de l'oreille interne, et la tension peut chuter brutalement en se levant. Ignorer ces changements, c'est conduire sans vérifier les freins. La solution? Le protocole de double vérification, une technique que j'enseigne. 1. Avant toute activité physique inhabituelle, monter à une échelle, déplacer des meubles, nettoyer les plafonds, demandez-vous, est-ce que je le faisais facilement il y a 10 ans? 2. Si la réponse est non, appliquez la règle des 2 étapes. Étape 1, trouver un témoin, voisin, proche, aidant. Étape 2, agissez ensemble,
ou délégué Louis l'applique désormais. Quand il doit changer des ampoules en hauteur, il appelle son gendre. Pendant qu'il tient l'échelle, il discute de football. Il a découvert que demander de l'aide ne lui retire pas son autorité. Cela lui donne plus de temps pour apprendre à son petit-fils à cultiver des roses. La prochaine fois que vous hésiterez à demander assistance, rappelez-vous, votre valeur ne réside pas dans ce que vous faites seul, mais dans ce que vous préservez avec les autres. Dans le prochain épisode, nous verrons comment l'excès d'indépendance affecte non seulement les os, mais aussi le cœur émotionnel. Les risques physiques et émotionnels d'une indépendance extrême. Imaginez la scène. Monsieur Robert, 76 ans, insiste pour nettoyer lui-même les gouttières de sa maison. Ses mains tremblantes tiennent l'échelle en aluminium, tandis que son chien aboie nerveusement. À un demi-mètre du sol, un vertige soudain le paralyse. Il ne tombe pas, mais redescend pâle, la poitrine oppressée. Ce soir-là, au lieu d'appeler sa fille, il décide de ne pas être un poids. Pendant des semaines, il cache la douleur dans son bras gauche, jusqu'à s'effondrer un jour en arrosant les plantes. Amis, ce cas révèle les deux dangers de l'hyper-indépendance. D'abord, le physique. Après 60 ans, des chutes apparemment banales peuvent causer des fractures de la hanche, 35% des cas selon les études, des lésions musculaires chroniques ou même des micro-AVC dus à un effort extrême. Le corps ne se répare plus en silence comme autrefois. Mais il existe un risque plus grand, le piège émotionnel. Monsieur Robert m'a confié en consultation. Je préfère mourir utile que vivre comme un fardeau. Cette idée ronge l'estime de soi. La pression de prouver sa capacité use jusqu'à provoquer de l'anxiété sociale, éviter les visites par peur qu'on découvre ses limites ou une dépression masquée. La solution n'est pas de cesser d'agir, mais d'agir en conscience. Je propose la méthode des 3 fenêtres. 1. Fenêtre matinale. Au réveil, demandez-vous. Qu'est-ce qui m'énergie aujourd'hui? Ex. Cuisiner, lire. Et qu'est-ce qui m'épuise? Ex. Porter des charges, monter les escaliers. 2. Fenêtre d'opportunité. Déléguer les tâches de la seconde liste avec des phrases comme « Pourrais-tu m'aider pour cela? Je veux le faire correctement. » 3. Fenêtre de connexion. Transformer chaque aide reçue en moment de complicité. Au lieu de donner les clés au serrurier, invitez-le à prendre un thé pendant qu'il travaille. Monsieur Robert applique ceci. Désormais, quand il taille le jardin, son gendre lui passe les outils. En travaillant, il parle de football. Il a découvert qu'accepter de l'aide ne vole pas son mérite. Cela lui donne plus de temps pour apprendre à son petit-fils à cultiver des tomates. L'indépendance totale est un mythe dangereux. La vraie force réside dans le choix des fils à tenir soi-même et ceux à confier aux autres. Ainsi, nous tissons un filet où personne ne tombe, où tous se soutiennent. Savoir demander de l'aide. Phrases et stratégies pratiques. Imaginez Carmen, 70 ans, sortant du supermarché avec 2 sacs débordants. Les veines de ses mains saillent sous le poids. Ce n'est que 3 rues, pense-t-elle. À la 2e intersection, un trottoir traître lui tord la cheville. Les pommes roulent sur le pavé, tandis qu'un jeune inconnu accourt. « Je vais bien, merci », dit-elle machinalement, bien que la douleur trouble sa vue. Ce moment reflète la barrière la plus difficile. Demander de l'aide avant que l'urgence ne nous y force. Médecin, je sais que le problème n'est pas physique, mais linguistique. Nous avons appris des phrases comme « je ne veux pas déranger » ou « je peux y arriver seul ». Mais il nous faut de nouveaux outils. La clé est de transformer la demande en pont, non en capitulation. Commencez par des actions petites et précises. Par exemple, au lieu de dire « peux-tu m'aider ?» essayez. « Peux-tu me passer ce cahier? Je veux noter la recette pour que tu la gardes aussi. » Ainsi, l'autre se sent utile, non pitoyable.
Pratiquons 3 stratégies vitales. 1. La technique du « s'il te plaît avec raison ». Mauvaise version. Peux-tu venir me voir? Bonne version. Pourrais-tu passer vendredi? Je voudrais te montrer comment j'arrose les orchidées au cas où j'oublierais un jour. 2. La méthode des options. Au lieu de demander de l'aide ouvertement, proposez des choix. Préfères-tu qu'on fasse les courses ensemble mardi ou jeudi? 3. La phrase de sécurité. Créez un code familial pour les urgences sans drame. Exemple. Tu te souviens de comment je préparais le flan de ta grand-mère? Il faut que je revoie les étapes avec toi. Traduction. J'ai besoin de compagnie urgente. Carmen utilise désormais cela. Face à une tâche risquée, elle dit « Peux-tu me surveiller pendant que je le fais? On apprendra ensemble. » Sa voisine l'accompagne, et Carmen lui enseigne comment choisir les meilleures pommes. Intégrez l'aide à vos routines. Exemple. Au voisin. Peux-tu monter mon courrier en prenant le tien? On discutera une minute. Au petit-fils. Apprends-moi cette appli et je te raconterai ton père à ton âge. Au médecin. Quelles 3 choses dois-je cesser de faire seul selon mes analyses? L'aide la plus sage est préventive. Planifier des vérifications de sécurité sous couvert social. Je fais une soupe au poulet samedi. Viens la goûter et on vérifiera mes médicaments ensemble. Souvenez-vous, demander de l'aide, ce n'est pas dire « je ne peux pas ». C'est dire « je sais prendre soin de moi ». Chaque demande offre aux autres le cadeau de se sentir utile. Comme disait mon patient Jacques, 78 ans. Maintenant, mes enfants m'appellent non par obligation, mais pour apprendre à changer une prise. Et en plus, ils m'apportent du pain frais. La prochaine fois que vous hésiterez, dites-vous, vous enseignez aux autres comment vous souhaitez être protégés. Et cela, chers amis, est le plus grand acte d'amour-propre. Le cercle vertueux. Aider et être aidé. Imaginez Rosa, 73 ans, face à un robinet qui fuit. Son fils lui a dit « Appelle le plombier ». Mais elle insiste pour le réparer seule. Alors qu'elle cherche des outils, son voisin Antoine, 68 ans, frappe à sa porte. « J'ai vu le camion de plomberie passer », dit-il. « Tu as besoin qu'on vérifie quelque chose ?» Rosa hésite, mais accepte. En 10 minutes, la fuite est réparée. Le lendemain, elle arrive chez lui avec un gâteau maison. « Pour ton petit-fils, il adore les sucreries. » Antoine sourit. « Il veut apprendre à pâtisser. Tu lui donnerais une leçon ?» Cet échange simple révèle une vérité profonde. Aider et être aidé sont 2 faces d'une même pièce. Médecin, j'ai constaté que ceux qui entretiennent des réseaux d'entraide après 60 ans ne vivent pas seulement plus longtemps. Ils vivent mieux. La clé est de comprendre qu'à chaque demande d'aide, vous offrez à autrui l'occasion de se sentir utile. Le cercle vertueux fonctionne ainsi. 1. Lorsque vous acceptez de l'aide, vous libérez de l'énergie pour l'essentiel. Soignez les plantes, tricoter, raconter des histoires. 2. Ces activités deviennent votre monnaie d'échange. Transmettre une recette, partager un savoir-faire, donner des conseils. 3. Ceux qui vous aident reçoivent quelque chose de précieux en retour, créant un équilibre où personne n'est un fardeau. La solution pratique comporte 3 étapes. Étape 1. Faites l'inventaire de vos talents. Savez-vous coudre, réparer des meubles, raconter des anecdotes historiques? C'est votre banque d'aide. Étape 2. En demandant un service, proposez quelque chose de votre inventaire. Tu m'aides à porter les sacs? Ensuite, je te montre comment protéger les rosiers en hiver. Étape 3. Créez une chaîne de services dans votre communauté. Exemple. Vous enseignez la couture à la fille de votre voisine
Elle vous aide avec votre appli médicale, et cette jeune assiste un autre senior pour des démarches. Rosa et Antoine l'appliquent. Lui vérifie ses installations chaque mois, elle donne des cours de cuisine à son petit-fils. Désormais, le jeune organise un groupe où des étudiants aident avec la technologie en échange d'apprentissages artisanaux. La vieillesse sage ne se mesure pas à ce qu'on fait seul, mais aux mains qu'on unit. Chaque fois que vous dites « tu peux m'aider », vous tissez un filet qui soutiendra d'autres demain. Et cela, amis, est l'héritage le plus concret que nous puissions créer. Dernière parole. La sagesse comme nouveau super-pouvoir. Imaginez grand-mère Elena, 68 ans, devant une lampe défectueuse. Ses mains expertes en couture et cuisine hésitent face aux fils dénudés. Autrefois, elle aurait grimpé sur un tabouret branlant. Aujourd'hui, elle respire profondément, prend son téléphone et dit « Nico, tu apportes tes nouveaux outils, je veux voir comment ça marche, et au passage, je t'apprends à faire des empanadas. » Ce geste, ami, est la sagesse en action. Ni résignation, ni faiblesse. C'est le super pouvoir des années, savoir quelles batailles livrer et lesquelles déléguer. Médecin, j'ai vu cette décision transformer des vies. Ceux qui la pratiquent ne perdent pas leur autonomie. Ils la redessinent. La solution réside en 3 choix quotidiens. 1. La révision matinale. Au réveil, demandez-vous, qu'est-ce qui aujourd'hui me coûtera une énergie inutile? 2. L'enseignement stratégique. En demandant de l'aide, ajoutez « Reste avec moi, je te montrerai comment ton grand-père s'y prenait. » Ainsi, chaque service devient un legs. 3. Le réseau de gardiens. Identifiez une personne par domaine, le voisin pour les hauteurs, le petit-fils pour la technologie, l'ami pour les démarches. Madame Elena l'applique. Quand Nico vérifie son installation électrique, elle supervise depuis son fauteuil préféré, expliquant comment son mari réparait les pannes dans les années 70. Le jeune ne fixe pas juste la lampe, il apprend l'histoire familiale. La vraie sagesse après 60 ans n'est pas dans nos actes solitaires, mais dans ce que nous inspirons. Chaque demande d'aide offre 2 cadeaux, la confiance d'être nécessaire et le privilège d'apprendre de vous. Le monde a plus besoin de votre expérience que de votre force physique. Votre nouveau super-pouvoir n'est pas de tout faire, mais de savoir quoi faire, avec qui et comment le transmettre. Comme Elena enseigne à Nico à pétrir la pâte pendant qu'il sert les vies, vous pouvez guider les autres avec la sérénité de ceux qui n'ont plus rien à prouver. La prochaine fois que vous hésiterez entre agir seul ou demander du soutien, souvenez-vous, votre valeur n'est pas dans la force dépensée, mais dans la sagesse préservée et partagée. Ceci est l'héritage qui perdure.